L'objectif d'un framework CSS est de fournir une collection de classes prêtes à l'emploi facilitant le démarrage d'un projet web ou mobile. Il existe tellement de frameworks, certains très répandus et d'autres un peu moins, qu'une petite étude comparative ne me paraît pas inutile. J'en ai retenu une dizaine, parmi les plus connus peut-être, mais ça la reste une sélection fort incomplète, qui permettra sans doute d'y voir un petit peu plus clair. Avant de voir ça en détail, étudions un petit peu en préambule quels sont les avantages et les inconvénients de passer par un framework plutôt que par des CSS faites sur mesure pour un projet précis. L'un des avantages étant sans doute qu'ils font gagner du temps au démarrage, puisque nous avons déjà un certain nombre de choses qui sont prédéfinies, notamment, et nous allons y revenir, une grille, des polices, des tailles, des couleurs parfois, des dimensions, etc. Tout cela nous est déjà proposé au départ. Accessoirement, la compatibilité entre navigateurs est souvent prévue dans le framework et cela nous fait également gagner beaucoup de temps. La plupart des frameworks commencent par faire un normalizer ou un reset CSS, souvent d'ailleurs un normalizer qui met déjà une compatibilité maximale pour de très nombreux points d'un navigateur à l'autre. Ils sont pour quasiment tous flexibles et responsives, c'est-à-dire qu'ils vont vous permettre de construire des sites s'adaptant à toutes les dimensions d'écran et ce relativement facilement selon les projets bien sûr. J'ajouterais que, dernier point non négligeable, qu'ils sont très formateurs à condition d'étudier comment ils sont construits, d'étudier les sources, d'avoir l'inspecteur web en permanence quand on démarre l'étude d'un starter ou d'un framework, hein, le mot est à peu près comparable, étudier les sources, que ce soit les sources de la CSS, les sources du HTML qui va avec bien évidemment, ainsi que la documentation, bien sûr, la plupart sont fournis avec une doc assez claire. Et souvent, ils sont construits avec du SAS, ce qui nous permet de voir comment générer des starters et adapter des starters. Ils ont quand même quelques inconvénients pour la plupart d'entre eux, c'est-à-dire qu'ils sont parfois très intrusifs dans votre HTML. Sous-entendu, ils vont nécessiter souvent, pour certains d'entre eux plus que pour d'autres d'ailleurs, des comment dirais-je, des sémantiques un peu lourdes. Certains sont assez connus pour rajouter des divs autour de divs pour essayer d'accéder à votre balise. Je pense notamment à Bootstrap avec les formulaires qui nécessitent souvent de 2 ou 3 divs pour encadrer des zones. Bref, cela peut être un petit peu intrusif, ce qui peut poser des soucis dans certains cas, notamment quand on doit, pour différentes raisons, changer de starter. Ça suppose qu'évidemment on ne peut pas permuter une CSS par une autre. Il faut évidemment retravailler parfois beaucoup le HTML qui va avec. Dernier inconvénient et non des moindres, certains d'entre eux sont assez lourds. Sous-entendu, vous allez charger côté front le starter, enfin le framework complet, alors que parfois vous n'avez besoin que d'une partie seulement de ce framework. Alors, certains sont très modulaires, c'est-à-dire qu'ils vous permettent de ne charger que ce qui vous intéresse, ce qui permet évidemment de bien se positionner sur ce qu'on souhaite utiliser. D'autres sont évidemment beaucoup plus packagés et du coup c'est tout ou rien et c'est là où ça peut parfois poser des problèmes. Gardons à l'esprit quand même qu'un framework CSS ne se contente pas toujours que du CSS, même si c'est l'aspect qui va nous intéresser aujourd'hui, parce qu'évidemment, si l'on entend par framework CSS, on devrait plutôt penser framework front-end, sous-entendu incluant du HTML, de la sémantique bien entendu, le HTML devant rester le plus pur possible, cela va sans dire, mais avec parfois des classes et des enrobages, on va dire, avec des divs supplémentaires, comme je le disais précédemment. Ils vont également parfois venir avec des fontes d'icônes, avec du JavaScript, souvent basé sur jQuery d'ailleurs, parfois sur des choses spécifiques. Bref, ça peut être assez envahissant d'un point de vue évidemment utilisation de construction de vos pages, pardon.
Gardons toujours à l'esprit aussi que le starter est un point de départ. Un point de départ, c'est-à-dire qu'on ne l'utilise que très rarement tel quel. Parfois pour construire des interfaces d'administration, je sais que j'ai déjà utilisé Bootstrap entre autres, pure nature sans y toucher à rien, parce que l'idée de l'interface d'administration c'est d'aller vite et c'est de saisir des formulaires, d'avoir des listes. Un starter basique peut suffire, mais c'est assez rare. Dans la plupart des cas, il convient de modifier le framework. Alors c'est peut-être la pire démarche à faire que d'aller directement dans les sources du framework pour les modifier. J'ai en souvenir un élève qui avait fait ça et puis qui avait eu la bonne idée de changer le starter pour faire une mise à jour en cours de route et qu'il avait perdu toutes les modifications qu'il avait fait dedans. Donc ça c'est très mauvais. Dans la plupart des cas, on va le surcharger les classes, c'est-à-dire rallonger le chemin d'une classe pour pouvoir tout simplement lui donner un peu plus de force, parfois en mettant juste la balise HTML devant une classe, en évitant le point d'exclamation important qui est jamais bon, bien évidemment. Dans la plupart des cas, on doit aussi rajouter nos propres classes pour un certain nombre de travaux et de réglages, et puis de cas particuliers bien évidemment. Les gros frameworks, et je dirais que de ce que j'ai pu apercevoir dans préparant cette vidéo, la plupart maintenant sont basés sur un précompilateur, souvent SAS, parfois LESS, qui nous permet de beaucoup plus facilement adapter le starter à nos besoins en changeant parfois que quelques variables, parfois un peu plus que ça bien sûr, mais c'est la bonne solution bien sûr. Gardons aussi à l'esprit que l'utilisation d'un framework n'est pas innocent en termes de temps de travail bien sûr, puisque certains frameworks ont une courbe d'apprentissage qui est assez élevée, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps d'apprendre justement le framework en question et de le voir. Alors évidemment, la maîtrise d'un framework vous permet après sur les prochains projets de gagner énormément de temps. Donc l'intérêt d'un framework, c'est de bien le connaître, et une fois que vous le connaissez bien, généralement vous restez fidèle à ce framework-là. Ce qui n'empêche pas d'étudier les autres, parce que les autres évoluent, les mises à jour, des nouveaux arrivent, des anciens disparaissent, etc. Bref, c'est un monde qui est assez vivant quand même, donc il faut garder un œil dessus, d'où cette vidéo également. La plupart des frameworks s'articulent aussi autour d'une grille, qui est souvent un des points de départ du framework, du choix d'un framework, c'est de se dire on va partir sur une grille. Alors, voyons un petit peu cet aspect, puisque c'est au départ cette vidéo était conçue pour voir un peu comment construire une grille et comment raisonner autour d'une grille. Et puis finalement je l'ai un petit peu orienté autrement. Mais définissons déjà une grille. Alors une grille, c'est tout d'abord un ensemble de logiques qui vont nous permettre de caler nos contenus. Sous-entendu, nous allons avoir des colonnes, les colonnes qui sont ici en rose sur mon écran. Les colonnes sont séparées par ce qu'on appelle des colonnes ou axes selon le vocabulaire. Repères verticaux, parfois horizontaux. C'est un peu plus rare d'avoir des grilles horizontales qui permettent de caler aussi dans l'autre sens, mais c'est un autre débat. Les colonnes roses ont parfois aussi une marge interne, nous parlons de padding évidemment, parfois des couleurs, parfois des fonds de couleurs, etc. Bon, ça c'est là où votre travail intervient bien sûr. Entre deux colonnes, nous avons ce qu'on appelle une gouttière, c'est-à-dire ce qui va nous permettre de séparer les colonnes les unes des autres. Et nous distinguerons également marge droite, marge gauche, c'est-à-dire ce qui permettra d'encadrer la grille de chaque côté. Parfois ces marges sont nulles, tout simplement parce que la maquette est construite autour de ce qu'on pourrait appeler un conteneur ou un wrapper selon les vocabulaires, qui vont encadrer la disposition, la mise en place. La plupart des grilles sont basées sur un nombre de pixels, sous-entendu, qui vous permet de construire un certain nombre de colonnes. Alors, une des configurations les plus fréquentes, c'est une grille sur 960 pixels, notamment parce que ces 960 pixels sont facilement divisibles par 3, par 4, par 6, par 12, etc.
d'ailleurs basé sur un rythme de 12 colonnes, un nombre de 12 colonnes. Ce qui nous permet après, quand on construit évidemment nos colonnages, de pouvoir dire qu'un contenu va s'étaler sur 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes, celui d'à côté s'étalant sur 6 colonnes, si c'est 4, 10, donc le dernier sur 12, le total devant faire 12 colonnes bien évidemment. Dans certains cas, vous avez des systèmes qui vous permettent de sauter des colonnes d'un côté ou de sauter des colonnes de l'autre. Sous-entendu, vous allez faire alors souvent on appelle ça un push de 3 colonnes. Sous-entendu, on saute 3 colonnes d'un côté, on aura donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes pour mettre notre contenu et 3 colonnes, un pull de l'autre côté, c'est-à-dire 3 colonnes de vide. Donc on en saute 3, on en met 6, on en saute 3, 6 plus 3 égale 12, ce qui nous donne le bon compte. Bien entendu, en construisant notre grille, on pourra ajuster la gouttière et la marge de chaque côté. Alors, cette capture provient d'un site qui s'appelle gridcalculator.dk, s'il veut bien y aller. Qui vous permet comme ça de générer des grilles en pouvant ajuster sur un certain nombre de choses. Alors par exemple, si je prends 1024, hop, et il va nous générer une grille de 1020 plutôt, il nous conseille plutôt 1020. Voilà, ce qui nous permet d'avoir un nombre de 100 décimales, etc. Et vous pouvez comme ça pouvoir caler vos éléments. Accessoirement, il vous permet de sauvegarder une image. On va juste la prévisualiser, ce qui vous permet d'avoir des aplats dans vos grilles et puis de pouvoir faire des montages et des réglages. Des outils comme un vide Axure va vous permettre aussi de caler vos prototypes, vos wireframes sur un nombre de colonnes prédéfini à l'avance, bien sûr. Les grilles doivent s'entendre alors pour pouvoir mettre notre contenu. Donc là, petits exemples de différents contenus. Nous avons un header qui va sur 12 colonnes, un contenu qui va sur 2, 4, 6, 8 colonnes, un sidebar sur 4 colonnes, et puis un footer sur 12. Et puis après, on a quelques exemples de colonnage, etc., qui peuvent varier selon les contenus. Pardon. Dans beaucoup de cas, nos colonnes doivent pouvoir évidemment s'adapter à le côté responsive, c'est-à-dire que selon le device sur lequel vous êtes, eh bien, le nombre de colonnes doit être différent. Sous-entendu, parfois votre zone ici qui s'étalait sur 8 colonnes sur un écran de desktop va peut-être s'étaler que sur 7 colonnes sur un device tablette, tout simplement pour laisser un peu plus de place de l'autre côté. Et peut-être que sur un mobile, il s'étalera sur 100%, c'est-à-dire sur 12 colonnes, et on pourra comme ça régler nos différents contenus pour lui préciser comment ils vont s'adapter, hein, bien évidemment. C'est là où les starters entrent en jeu, c'est-à-dire qu'ils vont vous permettre justement de pouvoir préciser parfois très facilement, parfois un peu moins, que celui-ci ira en tant de colonnes dans un device, et puis s'adaptera en tant de colonnes sur un autre device, et puis sur un autre device encore sous une autre forme. Ça va se traduire souvent par, on va faire un petit peu de code de temps en temps, d'un point de vue théorique toujours, si je prends théorie.html, nous aurons très souvent une construction de ce genre, c'est-à-dire une div classe container. On va peut-être zoomer un petit peu là. Donc une div classe conteneur qui contiendra souvent une div classe row, c'est-à-dire une ligne. Parfois, d'ailleurs, le conteneur on aura évidemment plusieurs lignes, plusieurs structures. Chacune des structures, toujours d'un point de vue théorique. Div appla, n'oublions pas app classe égale call 6. Et puis, par exemple, alors je vais reprendre mon exemple 8 et 4, 8 et 4, 12, le compte est bon, ma structure est terminée. La ligne d'après, alors pouvant très bien s'enchaîner par une autre,
puisque mon total faisait 12, je peux donc démarrer à la ligne automatiquement. Autre solution, je mets ma classe rose qui me permet de repartir sur des bases saines, et puis souvent en précisant d'autres classes, genre des marges en haut, des marges en bas, etc. bien sûr. Donc ça c'est la théorie simplifiée de la grille, mais dans certains cas, vous allez pouvoir préciser la version mobile sera sur 12 colonnes, par contre la version tablette sera sur, mettons, 6 colonnes, et la version ordinateur sera, elle, sur, mettons, 8 colonnes. Et puis on précise en dessous l'équivalent des colonnages. Donc là on a 12 et 12, la tablette 6 et 6, et puis lui on va avoir 8 et 4. En mobile, on aura donc les contenus sur deux lignes différentes, puisque la somme est à 12. Sur tablette, 6 plus 6, 12, ils sont donc côte à côte, faisant la moitié chacun. Et sur ordinateur, 8 et 4, 8 pour l'un et 4 pour l'autre, le total fait 12, on aura donc notre ligne complète. Donc ça c'est la logique, on va dire, responsive du colonnage, là où la version précédente était une logique non responsive, sous-entendu, je la remets pour pouvoir voir les deux en même temps, comme ceci, c'est-à-dire là 8 et 4 seront égales à 12 systématiquement, quel que soit le device. Maintenant, dans certains starters, il sera possible de lui dire que, attention, en version mobile, le call 8 aura une dimension différente, qui sera par exemple 100%, par exemple. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, puisqu'on va le constater, les starters commencent... oula, je suis peut-être un peu petit là dans mes... Oula, je suis un peu perdu dans mes tailles de police. Bon, c'est pas grave, je vais fermer mon document. On va en finir pour la théorie pour l'instant, et on va voir évidemment un petit peu comment tout ça s'organise au niveau de l'étude rapide, bien sûr, d'un certain nombre de starters. En commençant par, sans doute le plus connu, qui s'appelle Bootstrap. Bootstrap qui qui est assez répandu parce que, entre autres, plutôt bien fait, hein, tout simplement, plutôt complet. Tiens, Flash qui me une mise à jour, désolé Flash. Alors donc Bootstrap qui va vous permettre de mettre en place, vous le constatez, un certain nombre de choses. Alors le plus populaire, HTML, CSS, JavaScript Framework. Donc là on précise bien que c'est un framework assez important, puisqu'il va être, lui, pour le coup, très intrusif. Comment fonctionne-t-il? Assez facilement, on va dire. La doc est plutôt bien faite, puisque vous avez effectivement le guide de démarrage. Guide de démarrage, selon que vous utilisez Bootstrap en ligne ou Bootstrap embarqué dans votre appli ou dans votre site, vous ferez parfois des liens vers le CDN, c'est-à-dire le site de Bootstrap, pour simplifier, ou bien vous l'installerez en local, tout simplement. Selon vos compétences et vos possibilités techniques, on va dire, vous pourrez récupérer le Bootstrap tout seul, ou les sources, à condition de pouvoir utiliser LS, ou les sources SAS, si vous êtes plutôt SAS. Dans certains cas, et pour simplifier le travail, vous pourrez utiliser NPM, Bower, Grunt, Gulp et d'autres outils modernes. Je vous renvoie à d'autres vidéos que j'ai fait, et puis à d'autres vidéos en général, hein, bien sûr. Donc ça, Bootstrap, pardon, va vous générer, va vous donner, vous fournir tout un tas de bases de départ, hein, là encore, notamment la grille, notamment la typographie, etc., le code, bref, vous avez un truc qui est vraiment très complet, et vous le constatez, la doc vous fournit évidemment beaucoup d'exemples, c'est un des gros avantages. Vous aurez aussi pour cet élément-là, pardon, hop, les composants, pardon, qui sont des compléments de la CSS simple.
qui vous permettent de mettre des icônes qui sont inclus dans le système, alors qu'il n'y en a pas énormément, mais ça couvre pas mal de besoins, même si on pourrait regretter qu'il n'y en ait peut-être pas suffisamment, ou qu'on ne puisse pas les personnaliser, hein, bien sûr. Vous allez avoir après la possibilité de mettre des menus déroulants, de mettre tout un tas de composants, des barres de navigation de ce genre-là par exemple. Bref, des outils qui sont, c'est là où, en ce qui me concerne, pour construire une interface d'administration par exemple, c'est plutôt pratique. Alors ça donne quoi d'un point de vue Bootstrap? Eh bien Bootstrap, donc j'avais fait une petite récupérer quelque chose de tout fait de chez eux. On constate notamment au niveau de la grille, puisque c'est un des aspects qui nous intéresse aujourd'hui. Alors vous constatez effectivement qu'en redimensionnant l'écran, je vais même passer en vue mobile comme ceci, vous avez par exemple la version mobile, et vous constatez que automatiquement le menu ici se met en place, et vous avez ici vos colonnages qui sont en 100%. Si on réduit un peu, ils le sont toujours, enfin on augmente, pardon, là ils sont repassés à 3. Et puis après on s'arrête à ce niveau-là, tout simplement parce que quand on a été construire ces colonnes, vous constatez que pour cette démonstration en tout cas, seule la taille moyenne, MD, a été mise en place, c'est-à-dire que je ne me trompe pas, MD, c'est la grande, pardon, puisque Bootstrap détermine 4 niveaux de colonnage, petit, moyen, grand et très grand. Donc là, il n'y a que la version grande, et au-delà, donc le très grande sera inclus aussi. Par contre, en dessous, en version moyenne et mobile, on sera donc à 100%. Si on peut aller dans la version démo Bootstrap, ici, on pourrait très bien changer le comportement, c'est-à-dire de se dire que par exemple, ici, donc vous voyez, vous avez MD4, 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 4 x 3, 12, mais on pourrait très bien se dire qu'on va passer par exemple en col small, on sera en 6. Et puis le troisième pourrait très bien être lui, par exemple, en 12. Donc 6 plus 6, ça fait 2 colonnes, et puis celui-ci, ça fait 12. Si je rafraîchis ici, vous allez constater qu'on va conserver ces deux colonnes-là en 12, enfin en 6 et 6, par contre celui-ci sera en 12, et on peut comme ça positionner nos colonnages. Le système étant possible, parce que vous avez ici ce que je vous expliquais tout à l'heure, une classe row qui englobe notre ligne, et vous allez constater, non il n'y en a pas beaucoup, là on a un truc un peu particulier, le jumbotron, c'est un truc un peu spécial, mais on peut remettre un autre colonnage ici, pour positionner des lignes de ce genre, et puis on construit notre maquette de cette façon-là. Donc Bootstrap très complet, très populaire, très connu, livré avec du JavaScript aussi, qui vous permet de mettre en place tout un tas de choses. L'inconvénient de toutes ces choses-là, c'est que c'est surtout très envahissant, surtout si vous le prenez évidemment tel quel, parce que vous prenez le tout. Vous avez par contre, et c'est un outil qui est assez intéressant, la possibilité de customiser, c'est-à-dire de personnaliser Bootstrap pour pouvoir justement étudier un petit peu, récupérer uniquement ce que vous avez besoin. Bon, je vous ai présenté les glyphes icônes, c'est-à-dire les icônes. Vous préférez passer par un autre système, vous n'en avez pas besoin, vous décochez tout ce que vous n'avez pas besoin de JavaScript parce que vous avez déjà des plugins jQuery où vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas de formulaire dans votre projet, hop, on décoche, etc. Et puis vous faites votre marché comme ça. Accessoirement, vous pouvez aussi directement changer les couleurs depuis ce formulaire-là. Bon, ce qui est une façon, à mon avis, un peu longue de travailler, mais qui permet quand même de personnaliser votre Bootstrap à vos besoins. Autre gros du marché, nous avons Foundation. Foundation, alors qui est également très connu, qui fonctionne sur un principe
comparable, on va dire. Encore que, alors je l'ai pas relevé tout à l'heure, mais effectivement Bootstrap en est à sa version 3 et des poussières. Et la version 4 est en préparation et devrait arriver bientôt. On en est toujours en version alpha, donc c'est un petit peu dangereux de s'en servir tout de suite. Sous-entendu, les choses sont peut-être pas encore calées. De ce que j'ai pu en voir pour l'instant, Bootstrap 4 va surtout s'orienter vers les Flexbox et donc vous permettre de construire un petit peu les choses différemment. J'avoue que je n'ai pas encore jeté un œil dessus vraiment. On va juste regarder, est-ce qu'il va conserver le même principe container fluide, et puis les breakpoints, et puis on a à peu près la même logique, je pense. Même si tout ne sera pas forcément compatible tel quel, vous aurez quand même content approche, grille, page. Bon, on va pas se lancer là-dedans, mais effectivement, la logique reste sans doute à peu près la même. Le produit restant à suivre, bien sûr. Foundation, donc, pour revenir dessus, déjà est important de le dire, existe en plusieurs versions. Une plutôt orientée pour les sites, une autre pour les mails, et puis une autre pour les applications mobiles, d'ailleurs, qui est plutôt beau, qui fournit d'autres éléments, hein, bien évidemment. Dans cette logique-là, pardon, si l'on va dans la documentation, elle est là, pour les sites. La logique de Foundation est à peu près la même, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de l'installer d'un certain nombre de façons différentes. Vous avez énormément de choses qui sont prévues et qui sont incluses, dont la version SaaS, dont des Flexbox, dont du JavaScript, etc. J'en passe à des meilleurs, MediaQuery bien sûr, plus un système de grille, alors, qui peut être flex ou pas flex selon les cas, enfin flexible ou pas, ou basé sur des flexbox, et on constate que nous avons à peu près la même logique ici, c'est-à-dire une classe row, et puis des classes dont on va préciser les différentes dimensions. Eux n'en ont que 3, là où Bootstrap en avait 4, c'est-à-dire qu'ils ont small, large et medium. Et vous le constatez que nous avons la possibilité ici, nous devons préciser d'une part les notions de dimension pour nos divs et le fait que ce sont des colonnes. Bon. Là où Bootstrap nécessitait, je vais revenir sur ma théorie que j'avais tout à l'heure, donc Bootstrap avait plutôt une logique, je vais simplifier, non, je vais garder la version d'en dessous, de ce genre-ci, qui est, je dois le reconnaître, la logique de la plupart des starters, c'est-à-dire un conteneur, une ligne et des colonnages, là où Foundation va plutôt être basé sur une sémantique un peu plus légère, puisque on doit repréciser ici columns, je crois qu'ils l'ont mis au pluriel, c'est ça. Hop, on va écarter un petit peu. Tac. Voilà. On rajoute une classe, par contre on ne rajoute pas une div, ce qui n'est pas inintéressant. Il y en a un certain nombre qui fonctionnent de cette façon-là. Foundation donc, si je reviens sur ma petite démonstration, bon, même si nous allons avoir la possibilité, là encore, de pouvoir paramétrer, donc là on est passé sur une colonne pour tout. Si on augmente un petit peu version tablette, on peut avoir une disposition, version bureau, etc. Donc on va avoir les différentes possibilités d'adaptation de notre contenu, qui est plutôt intéressante. Voilà.
Alors bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais on le voit ici, et c'est valable pour la plupart des starters aussi. Rien ne s'oppose à ce qu'à l'intérieur d'un système de colonnes, ici, donc là nous sommes sur 8, nous reconstruisions un autre système de colonnes à l'intérieur de celui-ci. C'est quelque chose que certains élèves ont parfois du mal à intégrer, mais effectivement on est ici sur du 12. À l'intérieur de celui-ci, largeur de 8 sur la dimension externe, et bien on retombe sur une dimension de 12, c'est-à-dire que même dans du 8, on peut faire 6 plus 6 égale 12 sur la colonne en question. Ce qui nous permet comme ça de construire des grilles à l'intérieur de grilles pour pouvoir disposer nos éléments les uns à l'intérieur des autres. Nous avons ici par exemple un formulaire sur 3 colonnes, donc 3 x 4, 12 tout simplement. C'est assez facile à construire, comme on le voit ici. Donc ça, ce sont Foundation et Bootstrap, sans doute parmi les plus connus. Puis en préparant cette vidéo, j'en ai découvert ou redécouvert certains qui ne sont pas inintéressants non plus, hein, bien sûr. D'où je me permets de vous les présenter. Alors celui-ci, je l'avoue de ne l'avoir jamais vraiment utilisé, si ce n'est dans cette vidéo en l'occurrence. S'appelle Unsemantic. Alors il est beaucoup moins complet que les précédents. Tout simplement parce que il n'est pas forcément livré avec la totalité de tout, mais tout simplement il est basé sur 960 Grid System, donc est un ancêtre, on va dire, des systèmes de grille, qui est donc on nous a ramené, c'est pour ça que j'ai rebondi dans l'autre sens, nous permet d'avoir des CSS, enfin des grilles. Lui va un petit peu plus loin que la grille, puisqu'il ne se contente pas de la grille, mais beaucoup moins de choses. Alors l'avantage de ce Unsemantic, par rapport à ses concurrents, on va dire, ou ses collègues, c'est qu'il n'est pas basé sur un système de 12, mais sur un système de pourcentage. Pourcentage, ce qui nous évoque des choses un peu plus connues peut-être, puisqu'il suffit de diviser par 100, pardon. Et donc nous avons 100% ou 95% ou 60% ou 50%, ce qui parle à la plupart des gens finalement, peut-être mieux que des douzièmes, surtout quand on imbrique des grilles à l'intérieur de grilles, de se dire qu'on est sur du 6 plus 6 à l'intérieur d'une 8, peut-être moins évident, alors que de dire qu'on est sur du 50% à l'intérieur d'un 30% parle peut-être plus facilement. Il est moins complet, mais en même temps c'est pas inintéressant puisque il va nous permettre de construire une grille facilement et de la comprendre, je pense, notamment en cas d'imbrication. Donc là c'est pareil, si je redimensionne mon écran, vous allez constater qu'au bout d'un moment, je change de dimension. Alors, la démo est amusante parce que, vous le constatez peut-être, ils ont rajouté un petit peu de JavaScript qui permet d'afficher la largeur exacte de chaque colonne quand on redimensionne la démonstration. Bon. Moins complet, incluant quand même un certain nombre de choses, mais surtout basé autour de la grille, hein, puisqu'on a juste des grilles. Alors vous pouvez constater aussi qu'il a des choses qui permettent dans des classes pas inintéressantes, qui permettent de cacher des choses sur un mobile par exemple, même si c'est pas forcément conseillé, mais dans certains cas ça peut être une solution. Voilà. Je l'ai retenu dans cette démonstration du fait de son calcul de pourcentage, beaucoup moins complet que les copains quand même, malgré tout. Si on parle de complet, on va commencer à attaquer du lourd aussi, le Web Starter Kit. Alors mes fans se souviendront que j'ai fait une vidéo sur le sujet il y a quelques temps, sauf que ma vidéo est, je dois l'avouer, largement obsolète puisque Google avance et a un peu revu un certain nombre de choses dans ce Starter Kit. Alors cela reste un outil très complet puisqu'il va un peu au-delà du simplement une grille et de la CSS, mais il vous impose, ou du moins vous oriente fortement vers des très bonnes pratiques de fabrication. Notamment parce que, vous le constatez, vous avez le SAS, vous avez du HTML5 avec
du JavaScript avec du Babel pour pouvoir utiliser les prochaines versions de JavaScript. Vous avez un HTTP serveur, donc un serveur de test avec le live reload. Vous avez l'optimisation des pages. Vous avez des calculs d'optimisation. Bref, énormément de choses. Ma vidéo n'est pas obsolète dans le sens où ma vidéo consacrée au Web Starter Kit n'est pas totalement obsolète parce que les principes de base sont les mêmes. Par contre, l'outil a un petit peu évolué quand même, hein, bien sûr. Notamment, hop, si je viens ici, Google Web Starter Kit. Donc il est beaucoup plus orienté matériel design qu'à l'époque, mais vous permet également de construire pareil votre système de grille, etc. Sur un certain nombre de choses. Là où évidemment la démo n'est plutôt bien faite, détails, tout n'est pas actif, pardon. Si je vends les détails, vous avez quand même un petit peu de contenu. J'avoue que le système de grille est un peu plus complexe puisque il va être basé. Alors attendez, on va y retourner sur cette démonstration là. Vous constatez qu'il est très bavard au niveau des CSS, puisque vous avez comme ça beaucoup de CSS qui se mettent en place, enfin beaucoup de classes, pardon. Donc là il n'y a pas beaucoup de HTML qui viennent enrober votre, enfin il n'y en a pas beaucoup, il y en a quand même pas mal finalement, mais effectivement vous avez ici des sections qui vont définir des grilles, sans espace, qui vont définir des machins, etc. Et bref, pour chaque truc que vous faites, vous allez rajouter plein de classes pour pouvoir personnaliser le tout sur mesure. Parce que dans mon jeune temps, n'est-ce pas, on considérait comme des très mauvaises pratiques, c'est-à-dire qu'on crée une classe qui regroupait des choses. Eux, ils ont quasiment créé une classe pour chaque chose, ce qui vous force à mettre parfois plein de classes pour certaines choses. Au niveau de la grille, vous allez constater que vous avez ici des cellules qui vont être basées sur, je vais prendre ici une classe, alors c'est évidemment des noms assez à rallonge, mais ici nous avons une alors MDL, que je ne me trompe pas, une cellule, voilà, qui sera en 10 colonnes en termes de desktop. Par contre, elle sera en 6 colonnes en tablette et en 3 colonnes sur téléphone. On fait quand même moins bavard dans certains cas, malgré tout. Mais bon, c'est Google, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt compliqué, mais c'est quand même globalement très efficace dans un contexte matériel design bien sûr. C'est là où, rebondissant sur celui-ci, j'ai redécouvert aussi Materialize CSS, pardon, qui est une orientation très Materialize sur le material design, donc qui va inclure un certain nombre de choses, de nuances de couleurs, de petits effets sur les de micro-interactions, là, les petits trucs, les petites bulles qui rebondissent, enfin qui s'éloignent, enfin bref, je suis pas forcément le mieux placé pour définir ce que c'est que le matériel, mais c'est un état d'esprit en termes de mise en place, des couleurs, des choix de couleurs, des nuances de couleurs, etc. Et vous constatez que voilà, plusieurs palettes de couleurs, vous pouvez choisir les palettes en question, soit plutôt bleu, soit plutôt pourpre, etc. Et puis mélanger tout ça harmonieusement, bien évidemment. Il est également fourni avec une grille, donc on va repasser sur ma démo. Pardon, elle est Chrome, la démo c'est Chrome. Bon, on va y aller par là, ce sera plus rapide. Donc Chrome Materialize, qui va vous permettre, donc vous le constatez, de construire des barres de navigation également, donc avec les petits effets de transition, encore que celui-ci n'a pas la petite... elle est peut-être pas partout, la micro-interaction. Bref. Tous les liens qui sont là mènent vers le truc. Au niveau de la grille, disais-je, pardon, vous avez un système assez classique, c'est-à-dire, mais beaucoup moins bavard quand même, puisque nous allons avoir un conteneur, bien évidemment, des rows, c'est-à-dire des lignes, et puis une double façon de nommer les classes, c'est-à-dire ils ont tous la classe call,
auquel on rajoute du small, du medium et du large selon les différentes chorégraphies que l'on veut mettre en place. Donc assez classique, et puis un état d'esprit, on va dire matériel, bien sûr, qui vous permet là encore de retrouver un peu les constructions de grilles sur 2-3 colonnes selon les cas, bien sûr. Plus ancien, mais toujours efficace, pardon. Skeleton, donc Skeleton, Dead Simple, qui est, j'avoue l'avoir redécouvert, je ne l'avais pas croisé sur mon chemin depuis très longtemps. Il est plutôt simple, plutôt efficace aussi, puisqu'il va vous permettre tout simplement de pouvoir construire vos classes. Alors il a ceci de particulier qu'il a évidemment cette logique aussi de conteneur de div, de machin, etc. Hop, je vais revenir dans ma démo. On est proche de Materialize à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il va, hop là, voilà, nécessiter effectivement de préciser que chaque div sont dans un conteneur avec des lignes, et puis on va lui préciser, ce coup-ci, surprise, on est dans des colonnes nommées. Nommées, c'est-à-dire que plutôt que de mettre un col 1, on va mettre 1 colonne, et puis 11 columns, avec un S. Alors au passage, avec un S ou sans S, les deux sont acceptés, mais je trouve que l'effort de mettre les deux, c'est assez amusant. Si vous voulez faire un système sur 2 colonnes, c'est assez simple. 6, tout simplement, et 6. Et puis vous aurez 6 plus 6, 6 columns, pardon, 6 plus 6, ce qui nous fait 12, bien évidemment. Bon, le fait de nommer les colonnes se retrouve là encore dans d'autres starters. Je vais reprendre le skeleton ici. Je m'aperçois que j'en ai oublié dans ma liste. Donc là, skeleton, ce qui va nous permettre, donc la démo, voilà, hop, on peut le constituer. Alors ils ont aussi un autre système de nommage, vous le voyez, là on va lui dire un tiers, un tiers, un tiers, ce qu'on aurait pu mettre évidemment en lui disant 4, 4 et 4, donc fort, 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 columns à chaque fois. Bon, ils ont comme ça des raccourcis sur un certain nombre de choses, ce qui est plutôt intéressant aussi. En termes de contenu, ils ont là encore alors ils sont beaucoup plus simples que les autres. La doc, hop, est assez simpliste aussi, mais assez complète, vous le constatez. Ils sont, hop là, ma souris ne répond plus. Hop, ils ont comme ça une petite démo, voilà, etc. Bon, ils couvrent l'ensemble des besoins, mais nécessitent peut-être un peu plus d'ajustement derrière. Hop. Alors, un petit problème de pile de souris, ça n'était pas prévu. Enfin, d'absence de pile plus exactement, c'est pas grave, on va rebondir sur une souris avec fil. Donc là, différents effectivement moyens, différents media query. Par contre, ce qui est assez original, si l'on peut dire, c'est que les media queries sont vides, donc charge à vous de construire après ce que vous allez mettre derrière. C'est un petit peu le côté embêtant de ce système-là. Mais en gros, vous devrez préciser dans votre CSS que toutes les one colonnes dans un media query vaudront tant dans un autre. Ce qui est à mon sens un petit peu moins souple, je pense. Autre système et autre approche, nous avons Pure CSS. Alors Pure CSS, qui est lui aussi assez ancien, fait par Yahoo d'ailleurs, c'est tout dire. C'est-à-dire un système qui, là encore, reprend tout un tas de grilles, tout un tas de mécanismes assez complets aussi, et un peu comme son prédécesseur, utilise des
des grilles un petit peu particulières. Hop là, on va aller voir la grille. Alors déjà, chose importante, toutes leurs classes commencent par pur-quelque chose, ce qui du coup rajoute un peu de poids à pas mal de choses, mais vous allez pouvoir comme ça construire une grille de 3 colonnes facilement, puisque vous lui dites j'ai une purgée, c'est-à-dire une grille, dans laquelle on va avoir des colonnes 1 sur 3, c'est-à-dire donc un tiers. Et puis 1, 3, 1, 3, c'est-à-dire là nous aurons 3 colonnes. Donc nous avons comme ça la possibilité de lui dire que je vais pouvoir mettre, alors, autre particularité en passant, il est basé sur 24 colonnes et non pas 12, ce qui permet d'affiner un petit peu les dimensions, bien sûr. Donc après, vous avez les media query qui vous permettent de construire effectivement les différents éléments. Où est-ce qu'ils sont déjà? Voilà, ici, en précisant effectivement que certaines colonnes vont être en 1 dans certains cas, pour les small screen, pour les moyens et pour les larges. Je vais louper ce petit passage en préparant mon truc, mais effectivement vous allez pouvoir comme ça faire une chorégraphie, ce qui vous permet de préciser dans quel cas vont se positionner les différents éléments. Donc plutôt pas mal fait, plutôt propre, documentation assez complète également, semble toujours un petit peu utilisé bien sûr, notamment sur les sites Yahoo et non des moindres, Flickr, Messenger, sport, finance, machin, etc. Bon, le problème c'est que Yahoo allant mal, est-ce que Pure va être maintenu longtemps, je ne sais pas, mais bon, il est là depuis un moment, il est toujours efficace et ma foi plutôt sympa. Plus proche de nous, français et francophones, vous avez Knax, Knax CSS, donc qui est un framework CSS simple et léger, qui a comme particularité d'être simple et léger, disais-je, mais surtout français et avec une documentation en français, ce qui est assez rare pour être signalé, et une approche là encore assez particulière. Alors, je ne l'ai jamais utilisé non plus en exploitation, mais vous constatez en passant qu'un certain nombre de sociétés, et non des moindres, l'utilisent, ou l'ont utilisé, ou l'utilisent en partie, hein, bien sûr, mais nous avons ici alors, déjà deux aspects importants dans Knax CSS. Vous avez le Knax Framework complet, et vous avez Grillade qui ne fournit que la grille, si vous n'avez besoin que d'une grille. En termes de conception, allons directement dans Knax CSS. Je crois que je dois avoir une petite démonstration ici. Voilà. On va peut-être voir ce que ça donne un peu avant quand même. Notre ami Knax CSS va nous permettre comme ça de préciser évidemment nos colonnages, etc., etc. Là où il a une approche très particulière, et que j'ai pas vu chez les autres, c'est qu'il a un système de colonnage automatique. Tout simplement, c'est-à-dire qu'il va plutôt travailler sur le parent plutôt que sur les enfants. Ainsi que si nous prenons ici, on va prendre l'exemple le plus simple qui est ici, vous constatez que qu'est-ce que nous fait la grillade? Je vais l'extraire pour le mettre dans ma théorie. Absence particulière, puisque nous allons mettre tout simplement, vous constatez que on précise sur le parent section ici que c'est une grille, et on met tout simplement nos trois enfants. Que ce soit des divs, des assigns, des articles, là encore, n'importe peu. Le Knax va analyser que notre section possède 3 enfants, donc un tiers pour chacun, tout simplement. Bon, raisonnement pas stupide, puisque vous pouvez comme ça construire automatiquement des colonnages en fonction du nombre de colonnes que vous avez. Donc là, ce sera un tiers, un tiers, un tiers. On rajoute une balise et on aura maintenant un truc sur 4 colonnes, puisqu'on a des enfants, donc un quart, un quart, un quart. Ce qui est plutôt une approche intéressante pour la plupart des cas de figure. Et puis ici, on a des cas de figure qui nous intéressent un peu, puisque hop, nous allons pouvoir, alors pareil, préciser
des grilles différentes, et puis vous allez pouvoir aussi leur préciser, alors je ne sais plus où se trouve l'exemple, ici, que vous allez pouvoir avoir des... Alors allons-y avec l'inspecteur, ce sera peut-être plus parlant. On peut forcer le nombre de colonnes dans certains cas. C'est-à-dire que là, on laisse automatiquement la répartition, et puis là, pour cela, on va préciser que c'est la moitié, que c'est un tiers, que c'est un quart, etc. Dans certains cas, on peut aussi le préciser que vous avez une grille de 4, mais qui passe à 3, etc. Bref, assez complet et approche assez intéressante. Je trouve que le système de colonnage automatique doit pouvoir faire gagner du temps dans pas mal de cas de figure. Et puis surtout, comparé à ses copains, on n'a pas besoin de faire une surcharge de classes, ce qui rend le système beaucoup plus flexible, bien sûr, en cas d'évolution de nos contenus, bien évidemment. Voilà le dernier que j'avais retenu dans dans mon petit panorama, Responsive Grid System, qui nous approche, qui nous donne effectivement Spectacular Easy, c'est-à-dire là encore un starter avec un système de colonnage qui est lui aussi assez particulier, et c'est pour ça que je l'ai retenu. C'est-à-dire que hop, qui ressemble également un peu à ce qu'on a vu au préalable, mais hop, encore que hop, puisqu'il va imposer lui aussi un double système de nommage. Du coup, nous avons un groupe. Hop, il est où le groupe? Alors je crois que c'est section, je ne sais plus si c'est section ou groupe qui détermine la ligne, dans lequel nous allons préciser des colonnages pour certaines choses, et puis lui dire que c'est 1, 2, 3, c'est-à-dire un tiers, tout simplement. Et puis on pourra avoir des classes, genre par exemple, celui-ci fera 2 tiers, etc. Et on constate qu'effectivement mon assistant préféré va pouvoir me préciser la liste des colonnages avec 10 de 2, 11 de 2, 12 de 2, etc. Vous avez des offsets qui permettent de sauter des colonnes à gauche, vous avez des... non, je ne sais pas s'il y en a à droite. Bref, vous avez comme ça la possibilité de répartir vos colonnes également. Ce que nous va nous donner ici un exemple de mise en page, voilà, dans lequel on va pouvoir préciser comme ça des différentes configurations. Lesquelles configurations, si on les inspecte un petit peu, vont nous permettre hop là, de pouvoir préciser hop là, les différents éléments. D'accord, donc voilà, selon les différents exemples de configuration, etc. Donc celui-ci fait 5, 8. Celui-ci fait 3 de 3, c'est-à-dire la totalité, etc. Donc approche encore un petit peu intéressante. Le générateur nous donne quoi? Nous permet de choisir le nombre de colonnes tout simplement, et puis de pouvoir générer quelque chose de sur mesure dans hop, voilà. Et là vous aurez un système sur 4 colonnes au lieu d'être sur 3 colonnes, etc. Donc si l'on part sur du relativement classique, 12, c'est celui qu'on a vu en même temps, nous permet d'avoir effectivement toutes les colonnages automatiquement, etc. Alors vous constatez par contre qu'en version mobile, il met tout à 100%, ce qui linéarise la chose automatiquement, ce qui permet un peu moins de souplesse. Voilà, donc étude de plusieurs CSS, un système de grille CSS, parce qu'en fait mon idée était plus ou moins au départ de pouvoir m'adapter à construire une grille et de me dire que tiens, est-ce qu'il n'y a pas plus ou moins des normes et des standards sur des systèmes du marché, on va dire, de comment appeler mes colonnages, comment appeler mes grilles, et puis je me suis aperçu que finalement c'était beaucoup plus complexe et beaucoup moins rigoureux que prévu. Donc j'ai étudié 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 frameworks CSS.
Et vous voyez qu'aucun n'a la même manière de fonctionner exactement au niveau des grilles uniquement. Alors après, sur d'autres choses, évidemment, ils fournissent des trucs différents. On constate que ce que j'évoquais au début, passer d'un framework à l'autre est pas forcément très facile, puisqu'il faut d'abord rentrer dans le système et dans l'esprit du framework. Par contre, à l'arrivée, une fois qu'on est dedans, la philosophie derrière est quand même globalement à peu près la même. Certains se ressemblent plus que d'autres, bien sûr, puis d'autres sont complètement différents. Notamment Knax qui travaille plus sur le parent que sur les enfants du fait de l'utilisation de Flexbox sans doute d'ailleurs. D'autres vont utiliser des nommages avec des lettres, ou là où la plupart vont utiliser des nommages avec des chiffres bien sûr. Pure d'ailleurs a aussi un système de plusieurs écrans, ce que j'avais pas vu au départ, mais nous permet de préciser qu'on veut tel colonnage en version petit, moyen et grand, ou en version globale de cette façon-là. Donc bref, philosophie différente pour chacun, résultats évidemment différents, temps à passer pour les maîtriser différents bien sûr. Je pense que certains sont un peu plus faciles à rentrer dedans que d'autres. Le framework idéal étant très certainement celui que vous prendrez le temps d'apprendre, voire celui que vous construirez, ce qui était mon idée initiale et ce que je garde à l'esprit aussi parce que bien sûr plus on fait de développement, alors que ce soit du HTML ou du WordPress ou du PHP ou autre, plus on s'aperçoit qu'on a des besoins très personnels. Et donc pourquoi pas ne pas se construire soi-même son propre framework CSS après tout. Ce qui sera peut-être quand même mon objectif, enfin qui est mon objectif à terme peut-être, ou du moins d'en adapter un, de faire un fork, enfin peu importe. Voilà, donc petit panorama, fort incomplet bien sûr, puisque j'ai été quand même assez rapide sur pas mal d'entre eux, enfin quasiment sur tous d'ailleurs, mais qui vous donnera peut-être envie de les expérimenter un peu plus. Si vous en connaissez d'autres qui sont intéressants et qui sont d'une philosophie différente, n'oubliez pas l'espace commentaire, bien évidemment. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine fois.